Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur le grand rendez-vous ce soir avec moins d'adrénaline comparé donc à hier soir. Le peuple béninois continue toujours de féliciter les écureuils du Bénin pour la prestation d'hier. Et sur le grand rendez-vous, nous continuons à vous informer sur le développement. Bienvenue à tous avec la météo. Merci de nous retrouver sur le grand rendez-vous. Le menu ce soir, c'est 4 plateaux plus le journal qui viendra à 19h45. Le karité, un des piliers de l'économie béninoise, connaît une pression pouvant même amener à la disparition de cette espèce sur le territoire béninois. Vous aurez une explication de cette situation tout à l'heure et puis son effet sur le rendement du secteur agricole. Dans la ferveur de la CAN, Nature et Bien-être se penche sur la santé du footballeur. Paraît-il que c'est comme du lait sur le feu à surveiller donc de très près. Et puis nous parlerons toujours, à l'occasion bien sûr de la CAN, on parlera toujours foot, femmes et foot. Ah oui, à la maison, ça discute, la télécommande. Et puis, sur le terrain, à comparer le football féminin et le football masculin, il paraît que les femmes sont moins payées que les hommes. Il y a une question de jalousie aussi qui se trouve à ce niveau. Et les femmes ne peuvent peut-être pas faire tous les gestes des hommes. Bon, en tout cas, c'est beaucoup de questions dans ce débat-là. On aura le temps de le mener tout à l'heure avec 2 dames sur ce plateau. Elles viendront dans un instant. Ce sera sur la rubrique Autant savoir et nous allons parler de formation. Oui, quand on parle de formation, parce que c'est l'art de façonner le talent. Le talent seul ne suffit plus pour être sollicité sur le marché de l'emploi, pour produire de la richesse non plus. Et donc, il est question de parler de la formation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut comme contenu? Parlant bien sûr de la formation. Rendez-vous avec l'expert de ce grand rendez-vous pour donc en parler. Messieurs et dames, n'oubliez pas le journal, c'est à 19h45. Pour le moment, nous allons tout de suite ouvrir les plateaux et retrouver Agnat Onifade Bello et son invité. Autant savoir, ce soir, nous parlons femmes et football, 2 duos qui produit des étincelles. Je dis non, pardon, ce n'est pas 2 duos, c'est un duo. Ouais, parce que ça ne fait pas 2 duos, ça fait 4 déjà. Bon, un duo, ça fait 2. Voilà, donc c'est un duo qui produit des étincelles. On en parle dans un instant. Pour le moment, regardez ce reportage.
s'il y a une chose qui risque de créer quelques petits soucis dans les couples par ces temps de Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien sûr la gestion de la télécommande. Comment elle va se faire? Alors, papa qui veut regarder un match, maman qui sans doute veut regarder autre chose. Comment tout cela va se passer dans les foyers? J'ai juste à côté de moi une mère de famille qui va me dire un peu comment ça va se passer. Comment vous comptez gérer la télécommande à la maison? Bon, la télécommande, déjà, papa nous dit déjà que lui, il veut se charger de la télécommande. C'est-à-dire, il veut regarder le match. Oui. Donc, je ne suis pas du tout d'accord parce que moi, je regarde des films, des chaînes. En tout cas, c'est pour quelque temps. Moi, je dis quelque chose, c'est ça qui passe. J'ai la voix sur ma femme. Ce que je dis, c'est ça qui va passer. Il faut que, surtout les écureuils là, je ne blague pas avec eux. Il faut que je dois regarder le match d'abord avant que madame peut regarder autre chose. À la maison, nous avons 2 télés et papa nous laisse voir notre feuilleton et lui aussi regarde le Coupe d'Afrique ou bien le Coupe du Monde. Ça nous fait mal si on va voir une film comme ça ou bien feuilleton comme ça là. Papa regarde foot là, ça nous fait trop mal. Parce que vous ratez votre Film ou bien feuilleton là. Alors j'ai avec moi ici un fou du foot. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors c'est demain la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous vous organisez à la maison pour qu'il n'y ait pas de tension entre vous et madame en ce qui concerne la gestion de la télécommande bien sûr? Ok. C'est vrai, ce problème se pose très souvent. Mais déjà, pour éviter ces accrochages, si je peux le dire ainsi, quelques jours avant, on dit, bon madame, tu sais que dans quelques jours, il y aura la CAN. Tout à fait. Donc, et là, préparer le terrain. Voilà, pour que pendant des heures de diffusion, on puisse se comprendre. Voilà. Mais il lui arrive parfois d'être fâché, Bon, d'être pas du tout contente. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui, bon, elle n'est pas trop pro football, mais quand il faut suivre, bon, elle participe aussi, quoi. D'accord. Oui. Donc ça veut dire que chez vous, pendant cette coupe, vous confisquerez la télécommande pour vous tout seul. Bon, ben, écoute, des fois, quand on sait qu'après, il y aura de rediffusion, bon, on peut être un peu flexible et laisser qu'elle regarde un peu ses feuilletons. Et puis, a raté un match capital pour vous? Bon, capital, bon, si ça s'agit des écureuils, là, il n'y a pas match, il n'y a pas de discussion. Ah oui. D'accord, merci. Oui, je vous en prie. Comme vous le voyez si bien, la télécommande risque de créer quelques petits soucis, mais à chacun sa solution. Il y en a qui ont opté pour avoir de télévision à la maison, donc à chacun de trouver sa solution pour que cette période de Coupe d'Afrique des Nations se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas de soucis dans les couples. Ah oui, il ne faudrait pas que la CAN vienne causer le divorce, quoi, vous comprenez. Donc on en parle. Mais il n'y a pas que les femmes qui n'aiment pas le foot. Il y en a qui aiment vraiment le foot, qui jouent au foot, qui sont des sportives. On en a sur ce plateau en tout cas. Bonsoir Rachidat. Bonsoir Assioum Gaba. Comment allez-vous? Ça va bien? Alors le plateau de la CAN, ça se passe très bien. Oui, ça va. On vous a vu dans le reportage, c'était à la veille de la CAN. Oui, c'était la veille de la CAN. On a promené un peu le micro pour voir en cette période de la CAN qui c'est qui prend la télécommande à la maison. À la maison. En tout cas, vous avez votre télécommande en tout cas. Ah oui, c'est sûr. Bonsoir Agnès. Bonsoir Assioum Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, sur ce plateau, on parle femmes et foot. C'est pas toujours, en tout cas pendant longtemps on a pensé que les deux n'allaient pas de pair. Or aujourd'hui on a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au foot et on va d'abord parler, on va élaguer cette question de télécommande. Rachidat, pour vous, qui devrait avoir la télécommande? La question, je pense, n'est pas de savoir qui devrait avoir c'est celui la ou celle télécommande. qui l'aime. Voilà, c'est celui ou celle qui aime le foot. Et on a remarqué que la télécommande appartient prioritairement aux hommes, puisque les hommes sont plus footeux que les femmes. D'accord. Voilà. Donc, en cette période de la CAN, c'est vrai, nous avons rencontré pas mal de personnes qui nous ont dit que ça ne va pas être évident. Et donc, souvent, les hommes ont tendance, en grande période de foot, à confisquer la télécommande. Ils ne veulent plus regarder autre
chose à la maison. D'accord, ce n'est que le foot. Voilà, On ne parle que foot. On ne parle que foot. D'accord, justement, cette priorité-là sur la télécommande amène certaines femmes à devenir des amateurs de football. Oui, si vous êtes obligé, papa qui veut regarder son match et vous qui n'aimez pas le foot, au lieu de vous enfermer dans la chambre, qu'est-ce que vous faites? Autant partager sa passion du foot avec lui. Donc voilà, papa est au salon. Papa est au salon, maman est à côté, vous regardez le foot, donc une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Du coup, vous piquez vous aussi ce virus du foot. Voilà. Donc cela explique l'engouement féminin aujourd'hui pour le football. Cet engouement nous est-il venu des hommes? Mais en partie, oui. En partie. Mais vous n'avez pas suivi hier les écureuils quand ils étaient oui. Vous n'avez pas vu dans le lot des supporters. Oui, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui supportaient. Les femmes sont beaucoup plus fouteuses que les hommes. Alors déjà, moi, j'aimerais m'intéresser à ce regard-là que portent les femmes sur le football. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ces étincelles, parce que parfois, monsieur et madame ne supportent pas la même équipe ou ne perçoivent pas le jeu de la même façon. Donc, ça tire de tous les côtés. C'est pour ça qu'on aime le foot d'ailleurs. Parce que si on devait tous aller dans le même sens, je pense qu'il n'y aurait pas d'intérêt. C'est ce qui fait la magie du foot, c'est ce qui fait la beauté du foot. Oui, assez. Oui. Il arrive que madame soit en train d'apprécier un joueur. Alors là, ça crée des... ça, c'est de la jalousie. On va éviter d'aller dans ce sens. Non, sérieusement, quand ça chamaille un peu à la maison, c'est ça qui fait la beauté du foot. Mais le joueur là, il est beau, hein? Mais il joue bien en plus. Moi, j'aime. Et ça fait mal aux hommes. Oui, mais souffrez qu'on le dise. On a vu sur les réseaux beaucoup de femmes apprécier la beauté de nos écureuils. Sérieusement, on a des yeux pour regarder. On regarde le jeu ou on regarde les footballeurs finalement? Il y a les deux. Vous voyez le joueur qui fait de belles passes, qui joue techniquement bien. Mais à côté, quand il a un beau corps, un beau physique aussi, bon. Vous voulez parler des tablettes de chocolat? On ne peut pas se retenir de dire, c'est vrai, il joue bien, mais qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. D'accord, voilà. C'est peut-être le moment aussi de faire un coucou à toutes ces femmes-là qui aujourd'hui aussi sont journalistes sportifs comme vous. Avant, ça n'existait pratiquement pas de plateau sportif avec des femmes autour, mais aujourd'hui, il y a les femmes qui s'imposent même sur les plateaux. Oui, c'est vrai, il y a des femmes... j'essaye. C'est un sport que j'aime bien parce que c'est un sport à forte sensation. Et donc, voilà, dès lors que les femmes ont commencé à s'intéresser au foot, c'est normal qu'il y ait des reporters sportives, c'est normal qu'il y ait des femmes qui soient sur le plateau. C'est pas évident, c'est vrai, mais ça va, c'est dans une logique, ça suit une certaine logique. Mais est-ce que vous ressentez... Non, aussi à la radio, je m'avais salué Jocelyne Sénarou, voilà. Si. D'accord. Mais je me demande si dans ce domaine-là, dans ce milieu très masculin, vous ressentez le machisme qu'on attribue souvent aux hommes. Le machisme, c'est une question intéressante. Je vois si on peut le regarder. Il se délecte. Vous savez, c'est pas évident parce que qu'on le veuille ou non, l'environnement compte beaucoup. Ouais. Une femme dans un milieu d'hommes, cela prête souvent à interprétation. On se dit c'est une femme de mœurs légères, c'est une femme... on la traite un peu de tout, mais au-delà de tout, il faut dire que la passion prime surtout. Quand vous aimez quelque chose, vous êtes dans un milieu d'hommes, vous ne vous laissez pas faire. Ce qui compte pour vous, c'est la connaissance, on va dire, de ce sport. Voilà. D'accord. Il y a des femmes qui ne se contentent pas que d'aimer le football. Elles en jouent et elles en vivent. Vous, votre avis sur le football féminin? Le foot féminin, il faut dire, c'est en pleine expansion par les temps qui courent. C'est vrai, les États-Unis sont la première puissance de football féminin au monde. Après, il y a le Japon, la Chine. C'est surprenant parce que leur équipe masculine ne fait pas forcément des émules. Curieusement. Après, c'est vrai, il y a les pays scandinaves, la Norvège, la Suède. Vous oubliez l'Afrique? Oui. Plus récemment, il y a l'Afrique. En zone francophone, c'est surtout, on va dire, le Cameroun. Anglophone, il y a le Nigeria. Voilà.
Le Nigeria, oui. Nigeria, Afrique du Sud, Oui. c'est aussi. D'accord, mais quand les hommes ils suivent le football féminin, vous êtes sûr qu'ils se contentent de suivre le jeu? Ils se laissent pas distraire à Gaba? Vous savez, moi j'ai posé la question à un Oui, homme. et il a dit quoi? Il m'a dit qu'il aime bien voir des corps de femmes dans des corps d'hommes. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais ça m'a fait un peu marrer. C'est tout un message, hein. Il faut répéter, je vais le disséquer après. Non, des corps de femmes dans des corps d'hommes. D'accord. Parce que vous allez remarquer qu'elles ont toutes un point commun. Elles sont très athlétiques, elles ont pratiquement des physiques d'hommes pour la plupart. Oui. Elles sont, voilà, pour la plupart, elles ont Mais il y en a qui ont des rondeurs quand même. Oui, il y en a qui ont des rondeurs, mais pour la plupart, elles ont des physiques d'hommes. D'accord. Et- Mais est-ce que c'est pas stigmatisant? Ça veut dire qu'une femme féminine avec tous les attributs qu'on connaît à la femme ne pourra peut-être pas s'illustrer convenablement? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. C'est pas stigmatisant, non, D'accord. je ne trouve pas. Les hommes, c'est vrai, pour revenir à la question que vous avez posée précédemment, c'est vrai qu'ils regardent le foot, les hommes en réalité, vous allez remarquer, ils sont plus sévères vis-à-vis des femmes. Oui. Oui, ils sont plus sévères, plus exigeants vis-à-vis des femmes. Ils auraient préféré qu'on reste derrière les fourneaux, certainement. J'ai mené ce débat avec quelqu'un qui m'a dit, ben oui, elles jouent correctement, mais elles ne sont pas à la hauteur des hommes. Et pourtant, je pense que les femmes font beaucoup. Si vous suivez cette Coupe du Monde, vous remarquerez qu'elles sont vraiment au top niveau. C'est vrai que ce n'est pas encore ça, mais elles sont sur le chemin. Je lance une idée, je dis tout et n'importe quoi sur ce plateau, puisque souvent on compare le jeu des hommes et des femmes. Est-ce que ce serait pas bien qu'on ait une fois un match amical peut-être entre l'équipe masculine d'un pays et l'équipe féminine de ce même pays, pour voir finalement c'est qui les meilleurs? Non, vous savez, je ne suis pas de cet avis. On a beau tout dire, on a beau parler d'égalité, on a beau dire que les femmes aujourd'hui s'intéressent au sport, entre-temps dévolue aux hommes. Oui. On a beau tout dire, il y a ce que la nature a fait. Il y a ce que D'accord. la nature a fait de Non, sorte que... je ne me vois pas en train d'envoyer tacle à une femme qui est en train de déborder. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je ne me vois pas en train d'envoyer tacle. Moi, je veux bien voir. Hein. On lance. Peut-être on aura notre équipe féminine de l'ORTB. Mais pourquoi On va pas? rencontrer les hommes de l'ORTB. Maintenant que vous en parlez, je trouve que ce serait pas mal Ben oui. pour une joueuse comme moi Un petit challenge. de dribbler à Siongaba, par exemple. Oui, il n'y a pas de problème, mais imaginez des femmes dans une barrière et que je veux jouer un coup franc et que j'envoie la frappe. Je ne peux pas. Les femmes dedans, quand c'est un match, c'est un match. Non, il n'y a pas d'élégance à ce niveau, il n'y a pas de galanterie. Vous allez nous battre parce que nous sommes Créatifs, Oui, très c'est ça, gentils. c'est ça. Je veux bien vous y voir. Hein. Rachida, ce qui est sûr, on reviendra peut-être sur ce plateau Oui, pourquoi avec un match, Ça pourrait être homme comme femme. quelque chose d'intéressant. Oui. Je vous assure, mesdames et messieurs, moi, je reste dans les buts. D'accord. Merci beaucoup à vous, chère dame. Merci d'être venue. Merci, Rachida. Merci à Siom. Oui, vraiment du courage pour tout ce que vous faites. C'est vrai que chez nous ici, ce n'est pas encore ça au Bénin. Ça peine à prendre. Je crois que c'est une question d'organisation et surtout de volonté politique, de volonté de nos pouvoirs publics. J'espère vraiment que ces pouvoirs publics mettront donc l'action sur ce foot féminin qui prend de l'ampleur un peu partout dans le monde. Merci, Rachida. Les femmes béninoises sur un terrain de foot, ça va bien jouer, j'espère. Oui, il y en a, on a un championnat même. Oui, on a un championnat qui n'est pas très connu, mais pas très organisé, mais on en a quand même. Merci beaucoup à vous, Rachida. Merci également à Fulgencia qui nous fait de grands gestes de l'autre côté. Oui, ce sont les dames. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce que je peux y faire, Fulgencia? Rien. Je vais accueillir une autre dame sur le plateau. Elle est l'experte du jour. Ce soir, ça parle de la formation avec l'expert de ce grand rendez-vous, formation qui aide bien évidemment à façonner le talent. Et donc sur ce plateau, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, oui l'expert c'est Laurence Kiki-Aboki, qui est coach en leadership et développement personnel. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Garba. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu pour nous parler bien sûr de formation. Quand on parle en fait de formation, pourquoi est-ce qu'il faut donc se former? Pourquoi il faut se faire former? Lorsqu'un enfant naît, l'enfant a besoin de s'alimenter correctement et avec un régime
complet. Et donc, ça permet à l'enfant de grandir en bonne santé. La maman se contente de nourrir correctement l'enfant et l'enfant est en bonne santé et grandit correctement. Oui. Alors, de la même manière, lorsque nous grandissons, lorsque nous entamons une filière, lorsque nous entamons un métier ou lorsque nous découvrons un talent en nous, le travail, le vrai travail commence à ce niveau. Donc, ce n'est pas après l'identification de mon talent oui. ou de ma filière, le vrai travail commence à ce niveau. Comme l'a dit John Maxwell, il a dit le talent ne suffirait pas. Alors, très important pour l'enfant de grandir de la même manière. Pour moi, lorsque je découvre mon talent, je dois me perfectionner, je dois développer mes compétences parce que le talent n'est qu'une semence qu'il faut arroser pour que ça porte des fruits. Donc, c'est le fait se faire former, c'est arroser en fait son talent pour que ça puisse germer, prospérer en soi. Porter des fruits que des gens peuvent manger. Ah, ça se voit là. Mais que pensez-vous alors de ceux-là qui ne comptent que sur leur talent pour se faire solliciter sur le marché de l'emploi ou de la production de la richesse, par exemple? La vérité, c'est que vous n'êtes pas irremplaçable. Et la concurrence actuellement est de sorte qu'il y a une vive allure de la qualité des produits qu'on offre sur le marché. Imaginez combien de fois les gens évoluent et que vous restez au même point de départ en comptant sur votre talent de départ. Vous allez être disqualifié par le marché. Vous ne pourrez pas émerveiller votre clientèle. Vous ne pourrez pas répondre aux attentes de la clientèle. Et lorsque vous êtes en recherche d'un emploi, c'est que nous avons aujourd'hui, par exemple, des jeunes à 21 ans qui ont le master. Mm-hmm. Et vous, avec votre master, vous pensez que bon, tout va bien, quoi. On devrait vous solliciter, mais tous les jours, vous devez vous perfectionner. Il a dit que Bill Gates lit 50 livres par an en tant que milliardaire, le premier homme le plus riche au monde, avec son 19 milliards de dollars. Il lit 50 livres par an. Et que vous ne vous perfectionnez pas, pensant que vous êtes irremplaçable, vous trompez lourdement. Donc, quand vous avez le talent, il faut donc qu'on travaille ce talent. Il faut qu'on façonne ce talent, vu l'actualité ou le développement qu'il y a dans le domaine dans lequel votre talent se situe. Absolument. Vous devez vous perfectionner tous les jours, en prenant conscience de ce que la concurrence est rude et que vous devez vous bâtir un nom autour de votre profession. Vous devez vous perfectionner. Aujourd'hui, le monde tend plus vers la spécialisation. Alors, de quel nom vous appelleront-on dans telle année, dans tel nombre d'années? Qui deviendrez-vous? Ne vous focalisez pas seulement sur le nombre de maisons que vous allez bâtir, le nombre de sites, mais quel est votre plan de développement personnel, technique, en communication, en leadership, en comment gérer la ressource humaine que vous aurez autour de vous. Vous devez vous perfectionner dans tous ces domaines-là. Alors, si je comprends bien, quand on est informé une fois, on est sorti de l'école, on se retrouve, on a été recruté, je suppose, vous commencez déjà par travailler. Oui. On a donc besoin maintenant de travailler ça, de s'actualiser, c'est cela? La vérité, c'est que lorsqu'on vous embauche, ça ne veut pas forcément dire que vous méritez cet emploi. Et c'est quoi alors? Parce que c'est juste votre CV que vous avez présenté et peut-être que vous étiez très jolie ce jour et vous avez peut-être impressionné celui qui vous a reçu et vous êtes bien exprimé ce jour-là et on vous a fait accéder à ce poste. Mais en une semaine, on saura qui vous êtes. En une semaine, on saura qui vous êtes, à moins que ce soit une entreprise qui se cherche. Pour une entreprise bien ordonnée, en une semaine, on saura qui vous êtes. Alors, le premier pas, c'est que vous avez accédé au poste. Mais l'autre pas, maintenant, c'est de mériter votre position. Et ce que nous conseillons même habituellement, vous devez chercher à dépasser votre poste. Vous devez dépasser votre poste. Beaucoup parlent de l'expérience. Il y en a qui parlent de formation. Alors, on se pose la question de savoir entre expérience
et la formation, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut l'expérience, mais si l'expérience rendait les gens performants, c'est que tous les retraités du Bénin seraient les plus performants du Bénin. Ce qui n'est pas vrai. Les gens viennent au bureau pendant 8 heures de temps, mais travaillent peut-être pendant 4 heures de temps. WhatsApp prend peut-être 1 heure de temps. Les gens, d'autres font des tours dans les bureaux pour parler d'un match, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour parler du match des écureuils, pour parler de la politique. Et donc, tout ce temps passé n'est pas du tout preuve d'expérience. Mais qui est capable de jauger ou d'évaluer la compétence de quelqu'un compte tenu du nombre d'années qu'il a effectué dans une entreprise? Parce que j'ai fait 10 ans ne veut pas dire que je suis performant, ce n'est pas vrai. Mais c'est ce que je fais de moi-même en secret qui fera de moi ce qu'on verra. Et les preuves, les résultats, est-ce que chaque jour quand je viens dans l'entreprise, je pousse l'entreprise ou bien je suis en activité? Parce que l'activité n'est pas synonyme de progrès. Je peux venir dans l'entreprise et être en activité, oui, je range la table, je saisis un document, mais est-ce que tout ce que je fais au jour le jour pousse l'entreprise d'un point A à un point B? Et ça dépendra plus du travail que je fais en secret. Et on dit que lorsque vous n'êtes pas formé, vous serez déformé. Vous êtes déformé. Alors là, c'est pour celui qui travaille déjà. Alors pour quelqu'un qui est au chômage, quel genre de formation lui faut-il? Pour quelqu'un qui est au chômage, je pense que c'est une belle opportunité pour plus se bâtir. Parce que là, vous êtes plus disponible pour lire, pour écouter assez d'audio, assez de vidéos sur votre domaine d'activité et sur d'autres performances, d'autres capacités. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas encore bilingue peut-être. Mais même si vous êtes bilingue, cherchez alors à comprendre la 3e langue. Donc, il y a toujours un domaine dans lequel vous avez besoin de vous perfectionner. Parce qu'il y en a... Comment rédiger un CV, par exemple? Par exemple, parce qu'il y en a... Vous prenez 5 chômeurs, vous leur demandez comment rédiger un CV, ils ne savent pas. Allez vous faire former dans comment rédiger un bon CV. Parce que juste par votre CV, on peut définir qui vous êtes et ce que vous êtes capable de donner. Oui. Et la deuxième chose que vous devez faire, votre domaine technique, ce que vous avez appris, soit à l'école ou soit dans un métier, pourquoi ne pas aller servir dans une entreprise gratuitement? Juste pour apprendre, juste pour vous renforcer, pour vous équiper, pour vous apprêter. Alors, si je comprends bien, parce qu'il y en a de ces chômeurs, ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de dire. Il y a de ces chômeurs-là, ceux-là qui n'ont plus de travail, qui se disent, bon, j'ai déjà un diplôme, j'ai fait déjà cette formation, j'ai déjà mon diplôme qui est là, j'attends qu'une autre entreprise me recrute. Et peut-être ne savent pas, ne relisent peut-être pas les conditions, sinon les défauts, ce qui a manqué dans son dossier, ne cherche pas peut-être à remplir cela à travers une formation avant de postuler peut-être à un autre appel, à recrutement. Ce que vous venez de dire, on appelle ça skill gap. Vous devez faire une évaluation, une auto-évaluation de vous-même, de ce qui vous manque. J'ai subi une fois le licenciement. Une fois dans ma vie, j'ai subi le licenciement. J'ai commencé par travailler très jeune. Et après 5 ans, et je vous promets qu'en ce moment, je travaillais plus de 15 heures par jour. Sans pause. Je n'ai jamais pris de pause pendant 5 heures. 5 ans d'expérience. Mais on m'avait licencié. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et que mon employeur recherchait, mais que je n'arrivais pas à donner. Pourquoi me plaindre de dire non, c'est qu'ils m'ont bassé, il y a l'autre là qui veut mon poste, c'est lui qui a menti à l'employé, etc., etc. Pourquoi ne pas faire une auto-évaluation et chercher mes insuffisances, mes imperformances et aller maintenant vers la formation, aller me faire former, me soumettre aux gens pour qu'ils puissent me bâtir, me corriger. Ah oui, on en a vraiment besoin. Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités, ces genres de formation au Bénin? Est-ce que ça existe, qui vont peut-être aider ces chômeurs-là, aider ceux qui travaillent déjà aussi à se perfectionner? Oui, bien sûr, il y a plein d'opportunités. Si vous me permettez de citer le nom de l'entreprise dans laquelle je travaille. Oui, non. Oui,
Bon, si vous voulez, ben, peut-être Oui, il y a des opportunités qui existent. Très prochainement, dans le mois de juillet, par exemple, nous avons une académie que nous organisons pour bâtir les gens et les aider surtout à conjuguer leur vie, à concilier leur vie conjugale à leur vie professionnelle. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui ont des projets qui sont dans le tiroir, les aider à ressortir, à maximiser ces projets-là, à rendre réels ces projets-là. Et ce serait une académie qui va réunir des experts dans divers domaines qui viendront consulter, conseiller, renforcer, aider les gens à quand même se démarquer dans leur domaine d'activité. Dans leur domaine d'activité. Oui. Donc c'est en juillet. J'espère qu'on aura le temps, hein, avec bien sûr la permission du service commercial très prochainement de détailler davantage cette opportunité-là à nos chers téléspectateurs, parce que ce serait important quand même qu'après d'avoir suivi ceci, après d'avoir eu tous ces arguments-là, qu'ils saisissent quand même de ces genres d'opportunités pour pouvoir réellement voir si vous avez menti ou si vous avez dit la vérité sur ce plateau. Vraiment, il faut l'expérimenter, c'est ça en réalité. C'est le plus important d'ailleurs même. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. C'était un réel plaisir. J'ai aimé en tout cas tout ce que vous avez développé concernant bien sûr la formation. Je viendrai à cette formation. Ok. Allez, merci à vous. Plaisir. Ah oui, on continue avec vous, hein, chers téléspectateurs. La prochaine rubrique, ce sera voilà, avec le monde agricole. Voilà, on va parler de nature bien-être, c'est ça? Oui, on va en nature bien-être. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, Fulgencia, de m'avoir rappelé ça. On continue donc, on va voir donc nature bien-être. Aujourd'hui, on parle de la santé du sportif. Oui, c'est comme du lait sur le feu. Il faut surveiller ça de très près. On a parlé femmes et foot. Aujourd'hui, nous parlons santé du footballeur. Précisément, il y a plusieurs qui, en plein match, s'écroulent. Et là, c'est la désolation totale. On a vu, on a évité le cas à un Camerounais lors de cette CAN déjà, qui a été forfait carrément, parce qu'on a détecté qu'il y a un malaise là et qui, s'il montait sur le terrain, c'est qu'il allait partir. Mais comment est-ce qu'il faut suivre le joueur pour lui éviter ces cas-là, comme celui de ce Camerounais-là, qui est désormais forfait pour la CAN? On va répondre à tout ça dans un instant. On suit d'abord le reportage. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut dimanche dernier la voie inter-État Ilakondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km. Djekpota, PK14, PK14, Djekpota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, eh bien, règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies l'organisme, le sport du week-end offre une vague d'avantages pour les pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre
des lombalgies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Oui, la santé, le sport pour la santé, mais il faut vraiment surveiller cette santé-là du sportif. Et nous parlons aujourd'hui de la santé du sportif professionnel. C'est très, très important. Là, on a parlé du sport d'entretien, mais le sport, quand on en fait sa profession, ah oui, ça a des effets aussi hein, sur la santé. Et c'est pour ça que nous avons invité sur ce plateau le docteur Parfait Sylvestre Aïvoli, il est médecin sportif. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Heureuse Dandé. Bonsoir, Assioum Ngaba. La CAN vous inspire? Eh oui, la CAN nous inspire, mis à part tout ce qu'il y a autour. Comme le disait mon invité dans les coulisses, quand on marque, on dit oui, quand on ne manque pas, on dit non, mais vous ne savez pas tout ce qu'il y a avant tout ça et tout ce qui se passe encore après le match. On va essayer de décortiquer un peu ce sujet-là, précisément la santé du footballeur professionnel, précisément lui. Et je parlerai peut-être de nos écureuils. Parce qu'il faut dire que Dr Aïvoli, il a été jusqu'en septembre dernier le responsable du staff médical de nos écureuils actuellement en compétition à la CAN Égypte 2019. Alors, docteur, dites-nous un peu, lorsqu'on parle de ce domaine-là, sanitairement parlant, on n'aborde pas souvent la question, mais il paraît que c'est capital, c'est important. Le médecin se situe à quel niveau de la gestion du monde foot? Merci, madame. Merci, monsieur le journaliste. Le football professionnel présente des exigences à 4 niveaux donnés. On ne parle pas là des amateurs. Non. Ici, c'est le football professionnel. Et il est géré par 4 piliers d'abord. On parle de l'administration, de l'entraînement, de l'arbitrage et de la médecine. On ne peut pas parler de football professionnel sans ces 4 rubriques. D'accord. Et je disais, l'administration ici est représentée par la FIFA au niveau mondial, par la CAF au niveau africain, par la Fédération béninoise de football au niveau national. Local. Okay. Et au niveau des clubs, par les présidents de clubs. Ensuite, il y a l'entraînement. Vous connaissez tout le lot. Entraîneur professionnel pour joueur professionnel. Ensuite, il y a l'arbitrage. C'est les maîtres du jeu, les juges. Oui. Je ne peux pas faire football sans avoir des habits bien formés. Et puis la santé, c'est l'élément capital. L'élément capital. C'est un être vivant qui doit être en bonne santé pendant toute la saison de compétition. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et pourquoi cette importance est aussi accordée, est si tant accordée aux médecins du sport? Et il intervient à quel niveau déjà? Le médecin, on peut dire que c'est lui qui intervient au niveau supérieur. Après le recrutement d'un joueur par l'administration, les entraîneurs, il est confié, le joueur est confié au médecin du sport, au médecin de l'équipe, pour dépister, pour préparer son certificat d'aptitude ou certificat de non-contre-indication. Donc, un joueur professionnel qui démarre une compétition doit avoir un certificat d'aptitude. C'est pour rechercher quoi concrètement? Voilà. Ce certificat comporte beaucoup de rubriques. C'est-à-dire, il décline son identité quand vous le recevez. En deuxième niveau, il présente ses antécédents. Il est blessé avant, s'il est maintenant, combien de matchs il fait par saison. Dans sa famille, s'il y a des gens qui souffrent des maladies transmissibles. Donc un bilan de santé en quelque sorte du football. Non, l'interrogatoire d'abord. On n'aborde même pas le bilan de santé. Ok. Et s'il y a de l'hypertension dans la famille, quelqu'un est mort brutalement de mort bizarre,
On fait tout ce tour-là, avant d'aller à l'examen même. L'examen même, c'est de la tête aux pieds. On appelle ça l'examen physique. J'allais vous demander si c'est, comme on parle de football, si c'est uniquement les pieds, les jambes. C'est l'examen de la tête aux pieds. Il faut voir s'il voit. Il faut voir le ballon venir, donc la vision. Les oreilles, il entend le coup de sifflet. Son état dentaire. S'il a des caries, il ne peut pas jouer au football. S'il a des caries, il ne peut pas jouer au football. Il faut enlever la dent. Pourquoi? Parce que la carie produit un microbe qu'on appelle le streptocoque, qui produit des poisons qu'on appelle également antistreptolysine O, ASLO, responsable du rhumatisme cardiaque. Il faut le dépister tôt. D'accord. Et c'est une maladie qui détruit les valvules du cœur. Ah oui. Voilà. En tant qu'un sportif, il a vraiment besoin de son cœur, que le cœur soit en bonne santé. Ensuite, les membres. Il y a la tête, les membres. Et ici, on parle de football, c'est beaucoup plus le pied. Oui. On les amène du pied, depuis la cuisse, la jambe, le genou, la cheville et le pied lui-même. Si le pied est déformé, il faut faire attention, il ne peut pas faire le football. Ah bon? Et s'il est trop arqué, il ne peut pas faire le football. S'il est trop arqué. Parce qu'on a quand même des joueurs qui sont un peu arqués. Mais c'est amateur. C'est amateur. Ils vont faire amateur. Ils ne peuvent pas jouer au haut niveau. S'ils ont une déformation de la colonne vertébrale, bossue ou syphose, ils ne peuvent pas faire du football. Mais en fin de compte, le football, c'est un secteur assez discriminatoire. Assez discriminatoire, parce que c'est exigeant. Exigeant d'abord physique toi-même, debout. Tu n'es pas encore en mouvement, parce que le mouvement va faire appel à beaucoup de choses. D'accord. Le joueur statique, c'est d'abord l'examen physique. Et il ne doit pas être gros. Il a un indice de poids. Son poids doit correspondre à sa taille. Et un joueur qui a 1m64 par exemple, il doit avoir 68 kilos. 68 kilos. Pas plus ni moins ou... Pas plus ni moins. Vous voyez, un joueur qui a 1m64, qui a 80 kilos. C'est trop. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Il peut marcher, mais il ne peut pas courir. Donc, la taille doit être adaptée au poids. Mais qu'est-ce qui fait qu'on constate qu'il y a des joueurs qui s'écroulent en plein match? C'est l'étape, c'est sûr, l'examen physique. Je vous assure qu'Assiom, c'était moi-même ma première question. Il a dit non, il faut commencer quelque part pour arriver à ce niveau. On l'a interrogé. Oui. Il nous a expliqué son passé. Son passé sportif, son passé médical. On l'a examiné. On va aborder l'essentiel et si c'est possible de vous avoir encore demain pour suivre. On est en vacances un peu. Donc, les examens terminés, on doit passer au prélèvement. C'est capital, prélèvement de sang. Le joueur professionnel doit avoir un bilan sanguin avant toute compétition. Il faut connaître son état globulaire. S'il n'est pas anémié. Il y a un taux de globules rouges à avoir pour jouer au ballon. D'accord. Oui. Il y a un taux de plaquettes. Parce qu'on saigne souvent sur le terrain. Oui, il y a des chocs. Des blessures, la tête qui s'ouvre, le sang. Et il faut que le sujet soit apte à coaguler vite. Pour continuer le jeu. Les hémophiles ne peuvent pas jouer. Ah non, ça c'est contre-indication. D'accord. Voilà. Football, c'est pas petit. Donc, les plaquettes, c'est eux qui aident à la coagulation. On le fait également. Il y a l'état des reins. Bilan rénal, c'est obligatoire. Créatinine, urée, pour voir s'ils sont reins fit. Le rein a 3 fonctions. Il fait la filtration, réabsorption et élimination. C'est ça qui donne les urines. Bon, la chef d'édition nous fait de grands signes. Est-ce qu'on peut, avant de vous avoir, si c'est possible vraiment demain pour poursuivre, est-ce qu'on peut dire ici que si on constate de ces genres de cas, des morts subites sur le terrain, c'est d'office la faute au médecin du sport, du joueur, du footballeur? Non, parce qu'on n'a pas su détecter à temps. Comment on ne peut pas détecter à temps les problèmes de santé du footballeur? Ce n'est pas l'examen d'aptitude. Après le bilan sanguin, il y a l'examen du cœur. Les morts subies sont dues au cœur à 98%. Alors, si vous le permettez, dès demain, on commence par l'examen du cœur. Voilà. C'est la troisième position. Vous êtes d'accord avec nous? Examen physique, examen biologique et l'examen du cœur. Merci beaucoup, Assiom. Merci, docteur. Merci, docteur Evodi. À très bientôt. Nous allons pour le moment suivre le journal puisqu'il est 19h45 exactement
à Cotonou et partout au Bénin avant d'ouvrir la rubrique Monde agricole. Bonsoir à tous, voici les grandes lignes de cette édition. Belle entrée en lice pour les écureuils du Bénin à la CAN Égypte 2019 hier. Même si les écureuils n'ont pas arraché les 3 points face à leurs adversaires, les ambassadeurs du Bénin sont félicités par le peuple béninois. Loin des fan zones, les supporters des écureuils ont également suivi ce premier match de l'équipe nationale. Vous suivrez dans cette édition l'ambiance dans la ville de Cotonou. Et puis, les moments forts du match d'hier sont encore dans les esprits. Les Béninois espèrent désormais une victoire du Bénin samedi face à la Guinée-Bissau. Bienvenue dans cette édition dédiée à la prestation des écureuils hier à Ismaïla en Égypte. Entrée en lice réussie des écureuils hier face au Black Star du Ghana. Aucun Béninois n'a voulu se faire compter ce match au stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou, ils étaient des milliers de supporters à soutenir notre équipe nationale. Patrick Ayadji et Awa Sherif étaient aussi de la partie. Suivons ensemble l'ambiance qui a prévalu pendant le match dans la fan zone des écureuils à Cotonou. Instant exécution de l'aube nouvelle sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Près de 2000 supporters des écureuils vivent ces premières minutes dans l'antre de l'équipe nationale. 2-0. Les écureuils annoncent la couleur dans les toutes premières secondes. Cotonou en ébullition. Le Bénin est venu à la CAN pour gagner cette CAN et le Bénin, ça promet vraiment. Et ça... Mais une joie qui sera de courte durée. André Ayoun profite de la largesse défensive béninoise pour remettre les pendules à l'heure. À peine les émotions de la déception se dissipaient sur les visages, Jordan Ayoun, le frère de l'autre, enfonce le clou. On est un peu découragé, mais on se remonte le moral parce qu'on sait que le Bénin va gagner. Ils ont déjà au moins 3 cannes à leur actif, ce qui manque à nos joueurs. On a été devancé par un but, on est là, on croise les doigts et puis on verra bien la suite. De retour des vestiaires, les inconditionnels de la sélection nationale reviennent plus revigorés à l'image de leur équipe. Le défenseur John Boy se fait expulser. Michael Poté n'en demandait pas mieux. Notre équipe nationale, c'est la victoire ou rien. Ce match-là nous a rendu très fiers. On est vraiment contents. Donc on va toujours soutenir cette équipe. On va parler même. Parce que ça me fait... On remarque qu'en 5 temps, là, le Bénin ne fait pas merveille comme ça. On a le moment de talent. Le Bénin a fait merveille. On n'a qu'à supporter Bénin, que Bénin avance. Ah, je dis que Bénin va battre Guinée et Cameroun. Je dis Bénin va mener la coupe ici. Le but le plus rapide de la CAN, c'est actuellement le Bénin qui détient le record. Le premier carton rouge, c'est contre le Bénin. C'est un record. En dehors de ça, le meilleur buteur de la CAN, actuellement, c'est le Bénin. Voilà l'ambiance qui règne ici au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou après 2-2 partout. Alors les écureuils sont rentrés triomphalement dans cette compétition, n'est-ce pas Patrick Ayadji? Effectivement, ce sont des supporters du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou qui ont pris part à toutes les émotions. Après l'ouverture du score, il y a eu un relâchement. Et à l'arrivée, c'est une équipe des écureuils qui a puisé dans cette dernière ressource pour aller chercher ce but égalisateur qui remet le Bénin dans la compétition. Et pour l'instant, c'est un peu l'ambiance de folie ici au stade Général Mathieu Kérékou de Kourounou.
Loin du stade Ismaïla en Égypte, le match Bénin-Ghana a été suivi dans les cafétérias et dans les maisons à Cotonou entre soutien populaire et espoir. Robert Copé-Edo nous raconte. Loin de l'engouement du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, la ferveur du match Ghana-Bénin embrase les cafétérias et domiciles de Cotonou. Partagés entre joie et sérénité, ces amoureux des écureuils sont scotchés devant leur poste téléviseur pour une seule raison, pousser l'équipe nationale. Sans vous mentir, monsieur le journaliste, je suis tellement content parce que, vous voyez, on ne pensait pas que nos joueurs peuvent jouer. Vraiment, je suis très content. Je ne suis pas béninois, mais comme je suis au Bénin, je supporte les Béninois. Je suis vraiment très content. Félicitations au Bénin. Notre tour de ville pour cette entrée en lice des ambassadeurs béninois prend fin dans une maison qui ne respire qu'Écureuil du Bénin. Avec tout ce qu'on est en train de voir, avoir le match du Cameroun cet après-midi, oui, vraiment, ça promet quand même, ça promet. Oui, ça promet. Victoire, oui. Au lendemain du match Bénin-Ghana, les moments forts sont encore dans les esprits. Avec le match nul, l'espoir est permis selon quelques supporters qui attendent une victoire du prochain match Bénin-Guinée-Bissau prévu pour samedi prochain. Quelques-uns nous donnent leurs impressions au micro de Edwige Agosso et Rebecca Achinako. Tout le monde croyait, est-ce que notre équipe nationale peut résister devant le grand club mondial du Ghana? Mais le Bénin a surpris tout le monde, a surpris l'équipe ghanéenne. Le Ghana n'est pas une petite équipe, c'est les Brésiliens d'Afrique. Mais pourtant, avec le Bénin, on a pu faire match nul pour avoir un point. C'est une bonne chose. Ce match-là, c'était formidable. Je les félicite beaucoup. Ils n'ont qu'à tenir ça jusqu'au bout. Je sais que ça ira. Ce que je vais leur demander est que l'entraîneur puisse choisir un peu la défense. La défense est un peu perméable. Au deuxième match, il peut tenter d'enlier Saturnin à la baie. Là, ce serait bon. Lorsqu'on met un enfant au monde, il ne va jamais toujours rester tel qu'on l'a mis au monde. Il va toujours grandir. J'ai l'espoir que Bénin, Guinée, il va pas le Guinée, il va avoir les 3 points garantis. Mais il ne faut pas qu'ils vont dormir. Pour attendre qu'ils vont avoir les 3 points. Notre capitaine, notre meilleur joueur, c'est on va jouer contre Guinée. Nous les soutenions de faire plus d'efforts pour que le samedi prochain, face au Guinée, on peut faire mieux par rapport à cela. Samedi prochain, avec l'équipe de la Guinée, il faut qu'on rapporte les 3 points. C'est notre souhait. Le peuple béninois derrière eux, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est derrière eux. Avec ceux qui ont joué contre le Ghana, s'ils continuent comme ça, ils peuvent battre le Guinée-Bissau. Ça, c'est facile. Je sais que ce match-là, tout le peuple béninois est derrière vous. Et nous savons que vous allez gagner ce match. Parce que nous sommes sur la terre de Béanzin. Nous sommes sur la terre de Rwebadja. Nous allons gagner ce match par un score de 3-1 en faveur des écureuils. Comme à Cotonou, le match nul des écureuils face aux Black Stars a créé les mules à Lokossa. Dans les fan zones, les bars et partout dans la ville de Lokossa, l'ambiance était à son comble. Constat de notre équipe régionale du Monokoufo. L'hymne national, chanté par les joueurs, repris par les supporters béninois. Ainsi s'ouvre le premier match du Bénin contre le Ghana à la CAN 2019. Avant même que les fans du 11 national terminent leur pronostic, Michael Poté, numéro 10 béninois, marque un premier but pour le Bénin à la 2e minute du jeu. Un but qui pour l'instant va garder le titre du but le plus rapide. Les Black Stars vont tout de suite égaliser le but à la 9e minute et ce, par André Ayou. Comme quoi, c'est le jour des numéros 10. Silence plateau, maximum concentration, plus de cris de joie ni de coups d'œil à la caméra. Le regard est fixé sur l'écran. L'heure est grave.
Dans cette atmosphère inquiétante, l'équipe ghanéenne empire la situation. Un nouveau but pour le Ghana à la 42e minute. Mais cette fois-ci, pas l'autre frère Ayou, Jordan Ayou. Un but inattendu qui sera d'ailleurs le dernier avant la mi-temps. Les supporters béninois commencent par désespérer. Au niveau du milieu du terrain, la défense, ça flotte. Et ils doivent vite corriger ça. Parce que les 2 buts là, ce n'est pas des buts encaissés. Un désespoir qui sera effacé à la 63e minute par le buteur du jour, Michael Poté. 2e but pour le Bénin. Un but qui intervient après la sortie de John Boy, joueur ghanéen à la 54e minute suite à un second carton jaune. À partir de cet instant, l'erreur n'est plus permise. Les écureuils ont gardé le cap jusqu'à la fin. Une chose appréciée par les supporters. Le but le plus rapide de la CAN, c'est le Bénin. Et le meilleur buteur pour juste là, c'est encore le Bénin. Un match nul, c'est déjà un bon début. Et je crois que le meilleur reste à venir. C'est la fin de ce journal consacré exclusivement à la prestation des écureuils. N'oubliez pas, le prochain match, c'est ce samedi. Ce sera face à la Guinée-Bissau. Merci de nous avoir suivis. Allez, merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. On va vous retrouver certainement demain. Mais demain, vous serez avec Agnat Onifade. Portez-vous bien. Alors, on continue avec vous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. C'est Monde agricole à présent. Oui, les plants de beurre les plants de karité sont coupés carrément au Bénin. Et là, on constate tout simplement une menace sur une source de richesse, un pilier du secteur agricole béninois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? On va répondre à la question dans un instant, juste derrière cet extrait de documentaire. C'est un reportage. Le karité, encore appelé arbre à beurre, est un fruitier qui pousse principalement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, cette noix très prisée se récolte essentiellement dans la partie septentrionale. Alors que le karité présente plusieurs vertus, il n'est pas encore utilisé dans toutes ses dimensions. C'est peu connu, alors que les vertus sont vraiment énormes. C'est quand il y a la matin qu'on reconnaît beaucoup plus l'utilité dans d'autres milieux, à part chez nous. Les gens se demandent, mais est-ce qu'on consomme ça, à part les besoins cosmétiques et autres? Peu à peu, le karité s'impose et se retrouve aujourd'hui même au cœur des grands débats. De son amande, on en extrait de l'huile qui, une fois coagulée, donne du beurre de karité. Au regard des nombreuses propriétés, aussi cosmétiques que renferme ce beurre, certaines femmes s'adonnent à sa transformation. La gamme de cosmétiques qu'on peut faire avec du beurre de karité est infinie. N'importe quelle huile nourrit la peau, mais le beurre de karité en particulier, parce que tout comme l'aloès, le beurre de karité régénère les cellules. Le beurre de karité est la 3e culture d'exportation au Bénin. Les recettes annuelles qu'en tire l'État sont estimées à 1,3 milliard de francs CFA. Avec un peu plus de suivi, cela propulserait l'économie béninoise. Merci beaucoup à vous, Ulrich Ongi, pour ce reportage supervisé par Karamata Bataou en plateau. Télésphore Galais, qui est agronome. Bonsoir. Bonsoir, Sion. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, le plaisir. Et de venir nous dire ce qui se passe avec les plants de karité au Bénin. Il paraît qu'ils sont désormais coupés, abattus. Oui, par rapport au karité aujourd'hui, nous constatons la disparition des parcs à karité. Parce que d'abord, le karité est une culture qui met du temps avant de produire, des fois 20 ans.
20 ans? Oui, 15 à 20 ans, avant de commencer par donner les fruits. Mais aujourd'hui, comme beaucoup veulent se donner à la production agricole, ils détruisent les parcs à karité et beaucoup également utilisent des arbres de karité pour la fabrication du charbon. Ce qui fait que les parcs à karité sont beaucoup détruits et ça va causer un problème au niveau des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, on dit que plus de 200 000 femmes au Bénin sont formées sur l'utilisation et les bienfaits du karité. Et toutes ces femmes qui veulent se donner à cette filière, où est-ce qu'ils vont trouver la première ressource? Donc, lorsque ces parcs seront détruits, il y aura un problème, un manque de matières premières et la filière risque de disparaître. De disparaître. Où se trouvent ces parcs-là aujourd'hui sur le territoire béninois? Oui, aujourd'hui, les parcs à karité sont plus trouvés au nord, c'est-à-dire à Takora, Donga, Borgo Alibori et également au niveau des collines. Mais le plus grand parc, je crois, c'est à Banikwara. Mais ça, aujourd'hui, on constate la disparition de ces parcs. Vraiment. Le plus grand parc? Le plus grand parc à karité. À karité est attaqué aujourd'hui. Oui. Les arbres sont en train d'être détruits. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que ces arbres-là ne donnent plus le rendement qu'il faut que les populations se sont mises donc, à les abattre? Non, c'est pas ça. Surtout, le plus grand problème, c'est l'espace. Les producteurs aujourd'hui se donnent plus à la culture de maïs, donc on détruit ces parcs à karité pour produire du maïs, par exemple. Alors que le karité est très très important. Au Bénin, le Bénin est 4e nation qui produit plus le karité en Afrique de l'Ouest, après le Mali, le Burkina et le Nigeria. Déjà, si l'État se concentre plus sur cette filière, comme vous l'avez dit dans le reportage, 3e culture d'exportation au Bénin après le coton et l'anacade, vraiment, c'est une ressource, une filière qui peut apporter beaucoup à l'économie, beaucoup, surtout à l'entrepreneuriat des jeunes également et à tout. Vous pensez que donc, si on entretient beaucoup plus ces parcs à karité, que le Bénin pourrait se retrouver sur le plan international le premier producteur du beurre de karité? Bien sûr, parce que déjà, j'ai constaté déjà en novembre passé, j'ai suivi le ministre de l'Agriculture qui a commencé par encourager les femmes qui se donnent à ça, déjà avec il y a après 6 millions de dollars qui ont été investis dans cette filière pour aider les femmes. Vraiment, si le Bénin arrive à renouveler, commencer déjà le renouvellement, parce que j'ai dit que c'est une culture qui prend du temps. Donc, si on pouvait déjà commencer par renouveler ces parcs-là et sensibiliser sur l'importance du karité, sincèrement, le Bénin peut beaucoup en profiter. Alors, vous pensez que c'est possible aujourd'hui donc de renouveler ces parcs-là, c'est-à-dire on replante d'autres arbres, d'autres karités, carrément? Au fait, d'abord, le karité, c'est vraiment un peu compliqué. Est-ce que c'est possible? C'est possible. D'abord, le karité, on est en train de travailler sur la domestication du karité. D'abord, c'est une culture qui poussait naturellement comme ça. Donc, regardez tout ce temps. Donc, beaucoup de chercheurs doivent se pencher sur comment faire pour pouvoir domestiquer réellement le karité, planter, faire des pépinières et commencer par remplacer également les arbres qui ont vieilli et constituer de grands parcs dans chaque zone. Vraiment, ce serait très bien. Ce serait très bien. Donc, pour le moment, on n'arrive pas à domestiquer, à produire des pépinières de plantes karité? Ça se fait, mais pas, parce que ça prend du temps. C'est vraiment délicat. Et alors, donc aujourd'hui, si on plante donc des arbres aujourd'hui, des karités aujourd'hui, il faut attendre 15 ans, 20 ans avant de commencer par récolter. Mais du coup, les gens ne seront pas encouragés à le faire. Est-ce qu'il n'y a pas des semences qui peuvent amener les gens déjà en 3 ans, 4 ans, comme l'anacade, à commencer déjà par récolter? Exactement. Au fait, c'est pourquoi nous interpellons les généticiens à commencer déjà par faire des recherches sur comment aider cette culture, comment faire je ne vais pas dire de modification, mais comment mieux accélérer la production du karité. Ce serait vraiment important et bénéfique. Bénéfique pour nous. Vraiment, merci beaucoup à vous, cher Télésphore Agalès. Je rappelle que vous êtes agronome. Alors aujourd'hui, ces parcs-là, vous avez dit qu'il y en a
à Banikwara. C'est le plus grand parc à karité que nous avons, qui est en train d'être complètement à petit feu, d'être détruit. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas que le beurre de karité commence par coûter cher au Bénin? Exactement. En fait, si la matière première qui aide à la fabrication du beurre de karité devient inexistante, c'est clair que le coût de production peut-être va augmenter. Peut-être les dames qui produisent à Banikwara, je prends par exemple l'exemple de Banikwara, les dames qui produisent, imaginez, ils faisaient 1 kilomètre pour trouver les noix et tout, et produire le karité. Maintenant, du fait que les arbres sont en train d'être détruits, elles doivent aller un peu plus loin, ce qui va donner un coût, plus un coût à la production. Et là, le beurre de karité, le produit fini va prendre de la valeur. Alors, vous parlez de maïs, c'est très important également de produire du maïs, parce qu'il faut manger. On ne va pas manger que le beurre de karité. Mais est-ce qu'il ne faut pas trouver des cultures qui peuvent côtoyer ces parcs-là pour qu'on ne soit pas obligé d'éliminer exactement, il faut trouver des cultures qui peuvent cohabiter avec ça. Surtout, le problème, le plus grand problème également, c'est les fabricants de charbon. Vraiment, ils détruisent les bois de karité pour faire du charbon. Donc, si nous pouvons également nous focaliser sur trouver des ressources, des sources d'énergie, autres que le charbon, vraiment, ça va faire un grand pas dans la préservation de cette préservation. Donc, il y a 2 à 3 solutions qu'il faut donc trouver pour vraiment faire baisser cette menace-là qui pèse sur les parcs à karité. C'est-à-dire qu'il faut trouver déjà des moyens pour renouveler les parcs à karité. Sensibiliser les populations sur l'importance de cette culture, ce qui va faire qu'ils ne vont pas détruire pour les cultures comme le maïs et tout. Mais trouver des solutions d'énergie pour permettre d'arrêter ceux qui détruisent nos forêts pour la fabrication du charbon. Oui, c'est bien possible. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions où on utilise les feuilles pour produire des briquettes pour permettre aux gens de... Mais pourquoi ne pas essayer ces solutions-là à Banikwara, ou dans les collines et également dans la Liborie et autres, les régions où se trouvent donc ces parcs à karité-là? Oui, d'abord, le problème, c'est surtout la sensibilisation. Beaucoup de nos parents dans ces milieux, quand on ne les sensibilise pas, on ne leur montre pas l'importance de ce qu'on dit, c'est un peu difficile. Il faut leur montrer que ce que vous faites a tel effet, tel effet. Si vous ne détruisez pas, imaginez, votre revenu peut augmenter avec le karité. Le karité fait ci, ça fait ça, vous pouvez trouver tel revenu avec. Là, s'ils trouvent de l'importance dans ça, ils vont laisser les parcs là respirer. Merci beaucoup à vous. Il faut absolument trouver donc ces solutions là qui vont venir renforcer donc les campagnes de sensibilisation contre la destruction des parcs à karité au Bénin. Merci beaucoup à vous téléspectateurs. Plaisir. À très bientôt. Merci pour l'info. Je pense que c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Le grand rendez-vous terminé pour aujourd'hui, mais avant la météo.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être restés en notre compagnie. Récapitulatif rapidement, on a parlé bien sûr de femmes et football, un duo qui fait donc des étincelles. On a reçu Rachidat Biomaman, journaliste sportive pour vous, pour donc en parler. Il a été également question sur ce grand rendez-vous voilà, de formation qui est défini comme un art de façonner le talent. Le talent seul ne suffit plus pour donc être sollicité sur le marché de l'emploi. Et étant déjà dans ce marché, étant déjà employé, il faut s'actualiser. C'est très important aussi. On en a parlé avec le coach Laurence Kiki Aboki. Il a été question également de la santé du footballeur avec le docteur Parfait Sylvestre Aïvodji, qui est médecin sportif. Avec lui, c'est une série qu'on vient même de lancer sur Nature et Bien-être et qui va donc durer toute la période de la CAN. Et on a parlé de cette menace qui pèse sur les parcs à karité. Oui, ces plans de karité sont littéralement coupés et ces parcs sont en train d'être détruits. Menace sur une source de richesse. Il a été question de cela avec Télésphore Agalais, qui est un agronome. Voilà donc le récapitulatif de ce grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h00, je dirais même un grand rendez-vous avec Aniat et Unifade Bello et toute l'équipe des chroniqueuses. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, et bonne soirée sur BB24.